J'ai le plaisir pour ce nouvel épisode de prendre un café virtuel avec Laurent Toumine, directeur exécutif Accenture France et Benelux et responsable Europe de la branche retail. Laurent, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous pour le café. Ouais, ça me fait plaisir. Alors, Laurent, déjà, en préparant cet entretien, je pensais à notre dernière rencontre physique d'ailleurs, qu'on a vue en février 2019 lors d'une conférence sur la digitalisation du parcours client. Et quand je repense à cette conférence et à tout ce qui s'est dit sur le commerce de l'époque, j'ai l'impression que le commerce de 2021, 2022, 2023 déjà n'a plus rien à voir avec le commerce dont on parlait à l'époque. Est-ce que ça vous fait aussi cet effet? Est-ce que tout a été bousculé là très rapidement? Alors, bousculer, je sais pas, mais accélérer indubitablement. En fait, les choses sont allées très très vite et la capacité d'adaptation des commerçants est assez hallucinante. Tous les observateurs, d'ailleurs, vous le disent. C'est-à-dire tout à la fois l'adaptation en matière de click and collect, l'adaptation en matière de création, en fait, d'un certain nombre d'unités qu'on appelle drive, avec ce terme anglo-saxon drive, mais qui a été et au-delà de l'alimentaire sur des activités de bricolage, typiquement. Hein. On se souvient, pendant le confinement, il y avait un souhait d'ores et déjà d'investir significativement sur l'amélioration de son habitat. Et fatalement, les distributeurs à dominante bricolage, donc amélioration de l'habitat, se sont adaptés très rapidement. Tout ce qui tourne autour de l'interaction sur les réseaux sociaux. On a vu énormément de marques, d'enseignes travailler sur ce qu'on appelle le social selling et ou sur la vente, je dirais, par représentation en vidéoconférence, un peu comme on l'est aujourd'hui, sur le modèle qu'ont développé les grands magasins chinois, où vous faites une vente en sur une chaîne équivalente à une chaîne YouTube, mais qui est cliquable et où vous pouvez effectivement commander les produits. Tout ça, c'est sorti en 2 mois, même pas. Tout ce que je viens d'évoquer, c'est sorti extrêmement rapidement. Donc, ce niveau de nervosité, de réactivité est incroyable et les clients ont suivi. Donc, c'est ça qui est aussi important. C'est-à-dire que les parts de marché, en fait, de ces canaux alternatifs que je viens d'évoquer ont cru de manière très significative et donc ça a complètement changé, je pense, le paysage commercial dans l'Hexagone et bien sûr au-delà, mais dans l'Hexagone. Alors, si on se remet 11 mois presque jour pour jour en arrière, on allait commencer ce qui allait s'appeler le premier confinement. Alors vous dirigez donc la branche retail chez Accenture. Comment vous avez vécu cette période 2020? Donc je parle vraiment du premier confinement. Et moi, je me suis posé la question chez Accenture, quel positionnement vous avez eu par rapport à vos clients? Vu que votre métier c'est de faire du conseil, comment vous êtes positionner dans un moment très difficile pour les accompagner? Et en fait, les projets se sont arrêtés assez brutalement pour une partie. Du coup, on a eu des consultants qui étaient disponibles, et notamment des consultants avec des vraies compétences digitales. Donc, ce que j'ai proposé à un très grand nombre de clients, c'est de les aider pro bono, gracieusement. À éduquer leurs équipes pour aller plus vite sur effectivement l'ensemble des canaux numériques, enfin digitaux, tout à la fois en matière de production de contenu, d'interaction directe avec les clients, de marketing client, d'amélioration de l'expérience sur les sites web, de référencement, etc. Donc on a proposé des formations, donc il y a un grand nombre de distributeurs qui ont accepté ces formations gratuites pour l'ensemble de leurs équipes, et parfois on a fait gratuitement. Donc on a eu vraiment un souhait de servir dans un premier temps. Ça, c'était une vraie première phase pendant le premier confinement. Et puis chemin faisant, en fait, les boîtes ont pris de l'assurance et on a commencé à travailler en distanciel sur des projets, y compris des projets de refonte complète de sites de commerce électronique, de refonte complète de stratégie de contenu, on a réinventé un peu où on était plus nécessairement présent physiquement chez nos clients, mais avec des consultants qui travaillaient à distance. Ce qui fait qu'on a vu une jeune génération, et c'est intéressant même en termes de consommation, une jeune génération qui a dit mais je n'ai plus besoin d'habiter là où je travaille,
qui a commencé à déménager. Donc, je ne sais pas comment s'est comporté le marché de l'immobilier parce que je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais en l'occurrence, moi, dans mes équipes, j'ai des jeunes trentenaires qui m'ont dit, Laurent, ça te gêne si j'habite plus à Paris en région parisienne ou à Lille en région lilloise ou à Lyon et en région lyonnaise. Et non, effectivement, puisque en fait, on sentait déjà que ça allait durer et que peut-être que ça allait s'établir comme une norme dans nos métiers, euh, cette capacité à travailler à distance. Ouais, donc ça a révolutionné aussi votre manière, quelque part indirectement, votre manière de travailler avec ces enseignes. Mais vous savez, ce qui est assez rigolo, c'est que dans les conversations que j'ai avec des patrons du secteur de la commerce, on parle surtout de nos équipes et de toute la difficulté qu'on a ou toutes les techniques qu'on a pour redonner du sens à nos équipes par le truchement d'un écran. Comment est-ce qu'on fait pour les motiver? Comment est-ce qu'on fait pour leur donner le sens des choses? Comment est-ce qu'on fait pour respecter aussi leur équilibre vie personnelle, vie professionnelle, qui est mise à mal pour un certain nombre d'entre eux, et en particulier les plus jeunes avec enfants, par cette situation, parce que les tunnels de conférence call par tranche de 30 minutes de 8 heures du matin à 20 heures le soir, ou à plus tard encore, c'est pas vivable pour la plupart de ces populations. Donc, on a beaucoup de discussions sur le management en fait avec mes clients préférés, je trouve que c'est intéressant parce que personne n'a la recette magique. Et du coup, comme moi j'ai des milliers de consultants à gérer, enfin en tout cas dans mes équipes, et eux ils ont des milliers de personnels dans leur magasin à gérer. Euh, et, euh, et on a des problématiques qui sont finalement relativement similaires d'un point de vue managérial. Il faudrait que, ça me fait penser qu'il faudrait qu'on discute peut-être de cette thématique avec vous sur notre magazine Courrier Cadre, parce que en effet le management et d'ailleurs il y aura un très bon dossier dans le prochain numéro où on parlera du management en 2021. Alors rentrons dans le vif du sujet du commerce. C'est ce qui nous réunit ce matin. On en a parlé rapidement au début de cet entretien. Est-ce que vous pensez que le commerce a réellement changé? J'ai compris que un petit peu quand même, mais est-ce que ces changements sont durables? Dans toutes les projections que nous faisons, les distributeurs et les commerçants nous demandent de faire ce qu'on appelle des exercices de scénario planning. Donc, on élabore des scénarios pour le futur. Et on essaie de voir quels sont les futurs possibles en fonction de ces différents scénarios et comment est-ce que les commerçants doivent s'adapter à ça. Et dans tous les scénarios, il y a une constante qui est le trafic ne redeviendra jamais le même. Le footfall, enfin donc la quantité de piétons qui passent la porte physique du magasin, euh, nous ne retrouverons jamais le trafic que nous avions auparavant. Et donc, il faut qu'on vive avec ça. Il faut qu'on vive avec ça et qu'on vive avec, si je prends l'alimentaire, parfois, en pic, je me souviens que certains supermarchés avaient atteint 25-27% de leur chiffre d'affaires réalisé en ligne. Dès lors, si vous n'industrialisez pas la préparation de ces commandes, en fait, chaque euro de chiffre d'affaires va diluer votre marge, c'est-à-dire que vous allez perdre de l'argent. Parce que l'activité e-commerce faite à la main, elle vous fait perdre de l'argent lorsque vous avez des marges aussi fines que celles du commerce, en particulier alimentaire, mais c'est vrai sur d'autres types de commerce. Donc, des investissements assez significatifs, dès lors, sont réalisés sur des capacités d'automatisation, d'industrialisation, de la préparation e-commerce. Et parce que je suis logisticien de formation, mais c'est le grand retour de la logistique. Donc, il y a des vraies préoccupations euh, du commerce sur la structuration de leurs opérations logistiques afin d'aller atteindre une rentabilité qui est bien meilleure que celle qu'ils ont aujourd'hui ou qu'ils constatent sur leurs activités e-commerce. Je pense que ça, c'est un vrai gros sujet de préoccupation sur les mois et les années à venir. Donc, pour répondre à votre question, non, ce ne sera pas pareil. C'est durable. Et la donnée principale, c'est une baisse fondamentale du footfall, c'est-à-dire de la fréquentation en point de vente. Alors, si on se positionne sur cette baisse de fréquentation, il y a quand même un élément, moi, qui me chagrine dans ce que vous me dites, c'est la proximité. C'est-à-dire que
je trouve que cette crise sanitaire, et on l'a ressenti tous un petit peu dans nos vies, c'est quand même le retour d'un commerce très local, d'un commerce, la ville du quart d'heure, notamment. Donc ça veut dire que le point de vente physique n'est pas mort quand même. Non, pas du tout, effectivement. Ce que les centres commerciaux, les très grandes surfaces, hypermarchés, etc., ont une baisse structurelle de fréquentation assez significative. Mais oui, le commerçant de quartier a eu la possibilité, y compris les commerces qui étaient jugés sous ce vocable absolument atroce qui est non essentiel, qui étaient jugés pendant un temps comme non essentiels. Ça me fait mal de le dire. Eh bien, effectivement, dès qu'ils ont réouvert, eu une fréquentation qui était satisfaisante, voire très très bonne. Euh, et parce que ils se sont adaptés également, c'est-à-dire que très rapidement, et je l'évoquais au début de mon intervention, ils ont mis, avec parfois des bouts de ficelle, en place des mécaniques pour faire du click and collect, pour appeler même. J'ai vu des commerçants qui faisaient un truc très bien pendant le premier confinement. Ils décrochaient leur téléphone, ils appelaient leurs clients, pas pour leur vendre un truc, juste pour leur dire comment ça va. Et ça, je trouve ça génial, parce que qui d'autre qu'un commerçant de proximité est capable de faire ça? C'est génial parce que c'est ce que les techniciens appellent la gestion de la relation client, mais ou le CRM. Mais c'est un CRM appliqué, c'est concret, c'est pragmatique. Et en fait, c'est plus fort que n'importe quelle carte de fidélité. Lorsque vous faites ça dans un moment aussi difficile que effectivement le premier confinement, c'est plus fort que n'importe quelle carte de fidélité. Donc certains commerçants qui se sont pris en main ont créé une relation euh, structurellement bien meilleure avec leurs clients historiques. Mais je réitère ce que je disais tout à l'heure, c'est tendanciellement, l'habitude est prise de pouvoir cliquer sur un bouton pour commander son repas, pour pouvoir commander ses vêtements, une perceuse, et, et la praticité de cela, elle est ancrée dans les mœurs à une vitesse qui est bien supérieure à celle qu'on anticipait jusqu'à présent. Seuls les commerçants qui, même avec des bouts de ficelle, j'insiste, se sont adaptés à cette nouvelle réalité, ont créé une fidélité dans leur proximité, dans leur zone de chalandise, qui augure de effectivement un maintien, voire une croissance de leur chiffre d'affaires dans le futur. Est-ce que le centre-ville, c'est, pour parler très cash, est-ce que le centre-ville, c'est le nouvel Eldorado d'implantation, d'enseignes de franchise ou d'autres? Il y a très certainement un potentiel qui est totalement inexploité. Les taux de vacances sont assez élevés, hein, en fait. Il suffit de se balader en fait dans un certain nombre de rues pour voir que les taux de vacances sont assez élevés. Mais ces vacances doivent être euh, comblées par des concepts qui combinent l'expérientiel et l'ultra-efficacité. Je m'explique. Je crois vraiment, et j'ai beaucoup travaillé avec les équipes ces derniers mois là-dessus, pour un certain nombre de grandes enseignes et de commerçants, sur un nouveau type de point de vente dans lequel j'ai tout à la fois une capacité industrielle de préparation de commandes en click and collect ou en livraison à domicile, peu importe, et un espace expérientiel qui laisse plus de place aux consommateurs pour pouvoir effectivement toucher des produits, expérimenter ou vivre une histoire que la marque a envie de raconter ou que l'enseigne a envie de raconter. Donc il y a un gros travail pour les agences de design d'espace. Je pense qu'on va nécessairement au devant de réagencement de points dans les centres-villes et que si les commerçants de centre-ville prennent ce chantier à bras le corps d'hybridation, donc du point de vente tout à la fois très industrialisé, très automatisé pour pouvoir préparer les commandes dans un optimum de coûts et en même temps très expérientiel, très empathique et dans l'émotion sur le reste de l'espace, eh bien là on tiendra une formule qui définitivement apportera le service qui est attendu par les consommateurs de la zone de chalandise. Alors, si on se projette un petit peu 2021, 2022, 2023, je le disais au début, vous qui êtes beaucoup connecté à ce qui se passe au niveau international, est-ce que vous avez des exemples
d'enseignes qui ont très vite été réactives et dont les concepts pourraient devenir des référents dans les mois ou les années à venir? L'Europe est plutôt, alors, l'Europe est plutôt bien avancée là-dessus, mais fatalement, le primo accédant, allais-je dire, à ces nouvelles formes de commerce, c'est chinois. En l'occurrence, il a fallu un mois à des grandes enseignes de grands magasins, donc des grands magasins chinois, et à même des enseignes de franchisés, des indépendants, pour monter leur chaîne, alors c'est pas YouTube là-bas, mais leur chaîne de vente en ligne par représentation de leur personnel. Et ils ont formé leur personnel de manière intensive, comme seuls les Chinois savent le faire. C'est-à-dire que euh, c'était comme pour les Jeux Olympiques, vous savez, en fait, quand ils ont formé la population à Ouais. l'anglais, eh bien là, c'était des grandes salles dans lesquelles vous aviez 10, 20, 30 personnes qui représentaient différents magasins d'un réseau et qui étaient formés à vendre en ligne sur des chaînes vidéo, donc sur des espèces de web pour lesquelles vous pouvez commander et qui étaient formés de manière vraiment industrielle. Et ils ont fait ça en à peine un mois et ça a cartonné. Ça a cartonné. Donc là, on voit la réactivité, la vitesse d'exécution chinoise qui a ensuite inspiré un grand nombre d'entreprises européennes et nord-américaines, mais j'ai surtout celles qui sont en Europe en tête, qui ont réagi également très très vite. Ce que je vois euh, proche de nous sont des réseaux d'indépendants. Alors évidemment, en France, on pense aux gagnants en part de marché de ces derniers mois, que sont Intermarché, Système U et Leclerc, qui sont les réseaux pour l'alimentaire qui définitivement ont gagné des parts de marché de manière très significative. Et au-delà des parts de marché, ils ont gagné des clients. Ils ont gagné des clients et en quantité assez importante. Donc on pense à ces réseaux d'indépendants et ça se réplique d'ailleurs. C'est assez intéressant. Ça se réplique en Allemagne avec les réseaux typés. Ça se réplique en Italie avec des réseaux tels que Conad, qui ont été aussi très réactifs parce que l'entrepreneur qui est dans son point de vente, bah, il a pris en main le truc, quoi. Et il l'a fait de manière très très rapide. Donc ça, c'est pour l'alimentaire. Ensuite, si on se déplace un tantinet sur le non alimentaire, les chaînes de bricolage françaises, je fais pas une obsession sur ce qui se passe en France, mais françaises ont réagi très très vite également sur le drive, je le disais tout à l'heure. Toutes n'avaient pas des unités drive, elles ont monté sous des petits chapiteaux, effectivement, des capacités de chargement de coffre, alors que le magasin en tant que tel était fermé. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ils ont été très réactifs en la matière et leur gestion des créneaux en fait de chargement des coffres a été totalement claire. Dans le secteur de l'habillement, des entreprises telles que Sweet Supply, en fait, sur le secteur du costume, alors même qu'on consomme beaucoup moins de costumes depuis, Ouais. encore moins de costumes depuis le confinement. Des entreprises euh, euh, telles que le Belge Belle Rose, des entreprises telles que une boîte internationale PVH, donc Tommy Hilfiger, des entreprises telles que, y compris Primark, ont eu des réactions m'ont semblé aussi extrêmement intéressantes pendant cette période de crise, des réactions sur les canaux digitaux et pour ce qui concerne Primark, des réactions quant à la manière dont ils ont réagi à la réouverture en fait des commerces non essentiels et à la manière dont ils ont surfé en fait sur ces capacités-là. J'ai vu aussi des choses très intéressantes euh, de réallocation de stock, c'est-à-dire il y a des commerçants qui se sont dit on voit qu'on ne consomme plus au même endroit. C'est-à-dire que les magasins de périphérie ont moins de fréquentation. Donc ils ont réalloué ils ont vidé parfois les stocks en fait de leurs magasins de périphérie pour réalimenter les magasins de centre-ville. Donc ça, je trouvais ça intéressant aussi. Ils ont été très malins et très très agiles quant à la manière de réallouer leur stock. Une gestion
enfin voilà, très agile, ouais, effectivement, et très, très intelligente. Ouais, donc il y a dans chaque secteur des choses. Enfin, on a des leaders un peu de la transformation et de la réactivité qui ont réussi à s'imposer dans cette période-là. Il y a aussi deux autres éléments. Alors moi aussi, je fais pas une fixation sur le bricolage, mais c'est dans une étude que vous aviez sortie en septembre 2020 où vous disiez que la prochaine décennie serait celle de la maison. Donc là, on pense bricolage, on pense décoration, aménagement. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus, qui est quand même important, je pense, pour le futur du business? On a vu des ventes. Moi, j'avais la chance d'avoir accès à certains chiffres de commerçants du secteur du bricolage et de l'équipement de la maison en temps réel. Et on avait des chiffres explosés, des chiffres d'affaires jamais réalisés sur les sites de commerce électronique euh, pendant le confinement numéro un, mais encore plus pendant le confinement numéro 2. Et c'est vrai aussi pour la jardinerie. Ça a été tout bonnement incroyable. Et ça m'a frappé parce que effectivement, quelques mois auparavant, nous avions publié une étude. En fait, on a une division qui s'appelle Fjord chez nous. Hein, donc, ce sont des gens qui ne sont pas sur le rationnel des choses, mais plutôt sur le côté sensible, en fait, logique de conseil que l'on prodigue à nos clients. Donc, comment est-ce que je crée une expérience qui fait du sens d'un point de vue émotionnel? Quelles sont les grandes tendances sociétales? Comment est-ce qu'il faut anticiper ces grandes tendances sociétales? Et il nous avait dit, les gars, on rentre dans cocooning 2. Et alors, je leur posais la question à l'époque en disant, mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Ils nous disent, il y a une tendance mondiale qui consiste à réinvestir significativement sur sa maison et son confort de vie chez soi. Et on va voir, vous verrez, les loisirs extra domicile vont avoir une tendance à baisser, contrairement à ce que beaucoup de prédictions pouvaient énoncer sur les voyages, etc. Et donc, tout ce qui concerne la santé à la maison, tout ce qui est la domotique, tout ce qui concerne la décoration, euh, va progresser de manière extrêmement significative. Euh, et, euh, et, 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 effectivement, quelqu'un du secteur de la mode me disait récemment, enfin il y a 6 mois, c'est pas si récent que ça, me disait Laurent, il faut qu'on opère un virage sur l'aile et qu'on s'intéresse beaucoup plus à la décoration de l'habitat. On est des boîtes de mode, on peut très bien travailler sur le développement de gammes qui s'inspirent du secteur de la mode et qui vont permettre aux gens de changer d'univers plus fréquemment à des coûts qui sont des coûts qui sont abordables. Et cette dame qui fait partie d'une chaîne qui vend pas simplement de la mode, mais qui vend aussi de l'alimentaire, est une vraie visionnaire. Eh bien, elle est en train de le faire et elle réussit plutôt très bien dans ces magasins de centre-ville, avec des gammes effectivement pour l'habitat qui ont un succès fou, où elle fait des collaborations avec des designers qui marchent très bien. Euh, donc, on avait, je dirais, une prédiction initiale de sociologues, de designers qui nous disaient on rentre dans une décennie de cocooning 2 puisqu'il y a eu une phase cocooning dans la fin des années 90 qui était assez importante aussi. Et puis on a les faits et une accélération des faits qui est tout simplement on est confiné. Donc effectivement, notre confort à domicile devient de plus en plus important. Avec des formules qui sont intéressantes. Hein. Ikea qui se lance dans la location de meubles ou dans le recyclage de votre intérieur. Moi, je trouve ça pas inintéressant, par exemple. Hmm. Ouais. Alors, le recyclage de meubles, ça fait le lien avec la dernière question et la dernière tendance, j'ai envie de dire, de cet entretien. Bon, Accenture a d'ailleurs s'est positionné d'une manière assez forte sur ce qu'on va définir on va dire, la tendance du good, RSE, Mm. économie durable, environnement. C'est quand même là aussi une tendance qui est encore plus profonde. Mieux relocaliser la production, produire local. Comment vous voyez ces choses-là? Pour d'ailleurs, juste pour terminer, mais pour tout type de réseau, c'est-à-dire qu'on ne parle pas uniquement d'alimentaire ou quoi que ce soit. Tous les réseaux, quel que soit leur secteur, ont intérêt, je pense, à investir dans le good. Oui, alors le good, c'est protéiforme. Hein, et nous, ce qui nous a frappé, c'est que ça a commencé par le portefeuille. C'est-à-dire que
des grands fonds d'investissement, des grands investisseurs internationaux ont commencé, et je vais en citer un, hein, puisque c'est public, BlackRock en l'occurrence, qui est un des plus gros au monde, a commencé à publiquement dire je n'investirai plus dans les entreprises qui n'ont pas une notation ESG, donc responsabilité sociale et environnementale, qui est au niveau que j'énonce comme étant le niveau minimum. Et du coup, il y a pas mal de boîtes, y compris dans le secteur du commerce, qui sont sorties de leur portefeuille d'investissement, pas pour des raisons de rentabilité, mais parce qu'ils ne respectent pas un pacte qui est un pacte qui vise à améliorer les conditions sociales de leurs employés ou l'impact environnemental que peut avoir l'entreprise. Donc ça a commencé par ça, parce qu'il faut toujours commencer par taper au porte-monnaie. Donc ça a commencé par ça, et ensuite, euh, et en parallèle, on a vu des tendances de consommation assez fortes avec des demandes de produits locaux, avec des demandes de produits bio, avec et ça a commencé par l'alimentaire, mais ensuite ça a dérivé en fait sur les produits d'hygiène et de parfumerie. Moi, je trouve ça très intéressant de voir des startups comme 900.care, je crois, qui proposent en fait des emballages pour votre dentifrice et pour votre gel douche qui sont rechargeables avec des abonnements donc qui permettent d'éviter le rejet de matières plastiques dans la nature et qui vous sont livrés par abonnement. Je trouve que c'est des initiatives qui sont vachement intéressantes, ça. Donc ça, c'est sur l'univers effectivement des cosmétiques et de l'hygiène. Il y en a plein d'autres, des exemples de ce type-là. Mais ce que je vois aussi, ce sont des réseaux de magasins qui s'en emparent pour dire je veux réduire ma facture énergétique. Et il y a deux aspects à cela. Je veux contribuer effectivement à une amélioration de l'environnement, mais je veux aussi être plus rationnel dans la manière dont je consomme l'électricité. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider à mettre soit des capteurs, soit une capacité à analyser ma consommation et à m'alerter ça va vous faire sourire. Mais lorsqu'il y a une lumière dans la réserve qui est restée allumée, et à me dire, écoute, là, tu viens de perdre 3 euros, là, parce que vu le prix de l'énergie, tu viens de perdre 3 euros. Et ces initiatives-là, elles se font à l'échelle sur des réseaux de magasins extrêmement importants. Je parle d'électricité, mais c'est vrai pour tous les, pour l'eau, le gaz, et même avec des capacités de déterminer, par exemple, combien d'heures de nettoyage vous devriez avoir dans votre point de vente, en fonction de sa surface et de sa fréquentation. Il y a des modèles comme ça qui se sont montés pour pouvoir baisser les coûts, mais aussi baisser l'impact que l'on peut avoir effectivement sur l'environnement. Il y a des modèles comme ça qui sont montés à l'échelle, c'est-à-dire sur des réseaux de magasins extrêmement larges. Et puis il y a quelque chose qu'on ne mentionne pas, qui est le transport. On transporte encore beaucoup trop de vide. On transporte encore beaucoup trop de vide. L'optimisation des capacités de transport qui roulent sur nos routes nationales ou nos autoroutes, c'est un vrai sujet pour lequel certains commerçants, effectivement, travaillent d'arrache-pied, euh, mais ce n'est pas encore suffisamment généralisé. Et à mon avis, il y a une nécessité de se fédérer un petit peu sur cette problématique. Ouais, et puis on aurait pu citer aussi la thématique du gaspillage pour nos amis restaurateurs quand ils pourront rouvrir, même s'il y en a beaucoup qui font de la emporter et de la livraison. Écoutez Laurent, je voudrais vraiment vous remercier pour ces minutes que vous nous avez consacrées. Ça fait 2 fois qu'on se voit et 2 fois que c'est de plus en plus, enfin encore plus intéressant. Donc je me dis qu'il faudrait que vous veniez nous rendre visite un peu plus souvent. Un grand merci. Je vous souhaite, écoutez, plein de belles choses et plein de beaux projets chez Accenture. On aura peut-être le plaisir aussi de vous retrouver au moment de la convention des réseaux commerciaux de manière physique. En tout cas, vous y serez invités quand elle se fera en 2021, quand on pourra tous se revoir. Merci Laurent. Avec beaucoup de plaisir. Bonne journée à vous. À très bientôt. Au revoir.